Voilà, je me présente, je m'appelle Gérard Morvan, je suis radiologue ostéo-articulaire et nous sommes dans le cadre d'un symposium organisé par Canon sur l'imagerie de précision en échographie musculo-squelettique. Alors vous allez voir, on arrive à faire des choses absolument sensationnelles avec ces nouvelles sondes et ces nouveaux appareils dont je dispose. Alors il faut dire que c'est ce qu'on a convenu, il fallait que je dise que les sondes de Canon étaient très bien. Si tu ne dis pas, c'est pas ce que tu m'as dit ? C'est vrai que chez Canon, mais chez en gros tous les constructeurs, il y a eu des progrès tout à fait faramineux qui ont repoussé les limites de l'échographie à un point absolument extraordinaire. Et donc nous avons la chance d'avoir 3 orateurs exceptionnels. Le premier, c'est Franck Lapeg. Alors Franck, il est de Toulouse et c'est quelqu'un qui fait de l'échographie interventionnelle à très haut niveau. Je rappelle qu'il a publié récemment l'échographie interventionnelle dans les 2 Kervin et dans les doigts arceaux. C'est un des meilleurs spécialistes de la question. Et c'est également quelqu'un qui connaît à merveille les nerfs cervicaux, ce qui est quelque chose de très peu connu. Le deuxième, c'est Bertrand Bordet. Bertrand Bordet, c'est un Lyonnais, il fait partie de l'équipe d'imagerie ostéo-articulaire de Lyon. Et ils se sont particulièrement intéressés, entre autres, à la cheville, où ils sont devenus les leaders de leur spécialité. Il va nous expliquer comment on explore de façon dynamique les ligaments de la cheville, notamment avec les petites sondes club de golf qui se prêtent bien à ça. Et puis le troisième, c'est un petit dernier. On nous a demandé de le prendre parce que personne ne voulait de lui. C'est Jean-Louis Brasseur. Arrêtez de ricaner quand je parle de Brasseur parce que c'est pas gentil. Jean-Louis va nous traiter d'un sujet qu'il connaît bien et qui est particulièrement intéressant, c'est la partie distale du tendon d'Achille. C'est la partie de l'anthèse d'Achille sur le calcanéus, avec toute sa pathologie spécifique, traitée à la lumière de ces sondes de haute précision. Alors, si vous voulez bien, on va commencer, et puis je donne la parole à Franck pour un quart d'heure environ. J'ai pas beaucoup de temps, mais je vais quand même vous montrer un petit film de vacances, là. Donc, le plexus brachial, c'est un peu comme une jungle. On pense qu'on ne va pas s'y retrouver, mais finalement, on peut trouver un chemin. On peut, avec des repères précis, trouver des grosses structures et des plus petites. C'est les petites qui vont nous intéresser aujourd'hui, les nerfs que je vous cite ici. On va essayer de tous les retrouver. Donc, le plexus brachial, je mets juste ce schéma de rappel. Les racines ici qui vont se réunir pour donner les troncs vont se diviser, des faisceaux et les nerfs. Et à ce niveau-là, à cette zone d'intérêt vers les troncs, on va pouvoir, dans le défilé interscalénique, repérer plusieurs émergences des nerfs cervicaux. Alors vous pouvez le voir sur une vidéo qui est sur YouTube. Vous tapez Sims e-learning. Il faut éteindre les portables, s'il vous plaît. Vous tapez Sims e-learning et vous allez tomber sur Sims e-learning, vous allez tomber sur ces dernières vidéos. On va commencer par ce schéma de Martinoli, parce que ça fait très longtemps que je m'intéresse au plexus brachial, mais ça fait à peu près 3 ans que je m'intéresse aux nerfs cervicaux, et c'est depuis cette planche de Martinoli à Paris, qui est l'invité de la SFR cette année, que je m'y suis particulièrement intéressé. Alors vous voyez, dans ce défilé interscalénique avec scalène antérieur et scalène moyen, vous avez la racine C5, C6, C7, C8 et T1. Si vous descendez d'un petit cran, le tronc supérieur, et donc ça c'est ce qu'on connaît quand on sait faire l'échographie du plexus brachial. Ce qu'on connaît moins bien, c'est la position de plein de petits nerfs que je vais vous citer ici. Le nerf suprascapulaire, qui naît du tronc supérieur et qui est en avant du scalène moyen. Le nerf vague, qui va être ici. Le nerf phrénique, qui va faire un petit cheminement autour du scalène antérieur. Le nerf spinal, qui va perforer le sternocleidomastoïdien. Et le nerf thoracique long, que vous avez ici, qui va perforer le scalène moyen. On va commencer par le nerf suprascapulaire. Il naît en avant du scalène moyen, en arrière du homoyoïdien, et il va passer après dans l'incisure suprascapulaire et spinoglénoïdienne. Il est moteur pour le supra- et infraépineux. Si vous suivez par la méthode du téléphérique votre racine C5 et votre racine C6, vous allez atterrir très rapidement sur le tronc supérieur qui va se diviser, et sur la branche de division postérieure en général naît ce petit nerf. Alors je vais vous montrer, ça c'est un extrait de la vidéo qui a été tournée avec Canon au Stade Toulousain. Donc c'est C5 avec l'aspect bifide de son processus transverse. On descend d'un cran, vous avez C5 ici, C6 qui est juste en dessous.
C5 va toucher C6. Alors on va avoir plusieurs petits fascicules qui vont se regrouper et vous allez chercher le petit fascicule qui émerge, qui va partir, qui va être le plus superficiel, qui émerge de ce tronc supérieur. Le voici. Et ce petit fascicule, c'est le nerf suprascapulaire. Il va passer sous le homoyoïdien. Vous allez voir que vous pouvez le suivre relativement loin. Donc ça, c'est la démonstration pratique. Y a-t-il des exemples concrets de pathologies à vous montrer sur ça? Alors, ce qui est le parsonnage de Turner, ce qui est très connu pour le parsonnage de Turner, c'est ces lésions de dénervation qu'on va avoir principalement dans le territoire du nerf suprascapulaire, dans 80% des cas, et dans 50% c'est isolé. Avant, ce que l'on voyait, ce que j'avais l'habitude de regarder, c'est la trophicité des muscles pour savoir s'il y avait une atteinte. Voici un muscle normal, voici un muscle infraépineux anormal dans le cadre d'un syndrome de parsonnage de Turner. Mais on va pouvoir, vous voyez là on est du côté gauche, arriver à voir le nerf également, le voici, nerf suprascapulaire. Là, on est sur le tronc supérieur, la division, et puis voici ce nerf. Et vous voyez qu'il est particulièrement gros, là, c'est deux parties du même nerf, il est particulièrement gros dans ce dossier. Si je me mets en longitudinal, vous voyez qu'il est extrêmement gros. Ça, c'est un signe un autre signe, un nouveau signe de syndrome de parsonnage de Turner que vous pouvez chercher en échographie. Deuxième nerf dont nous allons parler, le nerf vague. Donc un trajet assez complexe, foramen jugulaire, gaine carotidienne, médiastin et abdomen, avec une innervation à la fois motrice et sensitive très importante, pharynx, larynx, trachée, bronche. Alors, je vais vous montrer comment le chercher, c'est extrêmement simple. Vous repérez votre carotide, vous repérez votre veine jugulaire, mais vous savez qu'entre les deux, un peu en profondeur, vous avez votre nerf vague. Voilà. Alors, je n'ai pas d'exemple de pathologie à vous montrer pour ce nerf, mais voilà, le repérage est d'une simplicité extrême. Le voici, cette fois-ci, en longitudinal. Troisième nerf dont nous allons parler, le nerf phrénique. Alors, il naît de C4, il s'enroule à la face antérieure du scalène antérieur, ça va être notre repère. Puis, il va plonger entre l'artère sous-clavière et la veine subclavière, descendre contre la pia-lèvre médiastinale et innerver le diaphragme. Donc c'est un inspirateur important. Donc voilà la petite vidéo que vous pouvez trouver sur Internet pour le repérer. Donc ça c'est le schéma de base. Voici la position d'examen. C'est toujours plus facile quand le patient est allongé. Donc vous allez chercher, là vous êtes sur votre coupe du défilé interscalénique, vous cherchez quelque chose qui part du défilé et qui va faire le tour de votre scalène antérieur. Voilà, donc là c'est très simple également, vous l'avez quasiment à tous les coups. Alors, est-ce que j'ai des exemples de pathologies à vous montrer? Pas en échographie, mais un exemple fréquent, c'est l'anesthésie de votre plexus brachial par défilé interscalénique pour une chirurgie de l'épaule, par exemple. Vous voyez que vous êtes tout près, finalement, du nerf phrénique et que vous avez un risque de paralysie du phrénique. Voici un exemple de ce que ça peut donner. Alors, chez quelqu'un de sain, il n'y a pas de problème, mais chez quelqu'un qui est en mauvais état respiratoire, ça peut poser vraiment de gros problèmes. Donc, c'est un repère très intéressant pour les anesthésistes. Je vous parle maintenant du nerf thoracique long. Son origine, c'est C5, C6 et C7 par plusieurs petits rameaux. Et ces rameaux vont perforer, alors soit plusieurs rameaux vont perforer le scalène moyen, soit il n'y en aura qu'un seul, ils sont regroupés. Il innerve le dentelé antérieur, ancien serratus. Il peut être lésé lors des manœuvres de lancer, et notamment alors une zone qui n'est pas vraiment décrite dans sa pathologie, qui serait ici. Et depuis que je sais le chercher, j'en ai trouvé. Donc je vous montre d'abord l'anatomie normale. Donc le schéma. Voici. Alors donc le scalène moyen est ici. On va chercher quelque chose qui va perforer ce scalène moyen. Vous voyez, là, il y a une petite racine là déjà. Voilà, le nerf est là, le muscle est là. Voilà la petite racine. Et cette petite racine va émerger du scalène moyen. Et là, vous voyez qu'on est très superficiel. Vous avez la côte, la peau, le nerf. Donc c'est une zone de conflit vraiment potentiel qui a été, je pense, sous-estimée par le passé. Voici ce jeune homme de 25 ans qui a retenu un cheval, a essayé de retenir un cheval avec une longe et qui, quelques mois après, 2 mois après, se présente avec cette scapula alata évidente. Et voilà ce que je vais essayer de vous montrer dans son dossier, cette lésion du nerf à ce niveau-là. Donc on suit le nerf ici à l'intérieur du scalène moyen et vous voyez qu'à sa sortie, voilà, il est très gros. Alors voilà, vous avez un petit névrome exactement à sa sortie. Donc ça, c'était le voici. Donc il est fin ici et il devient gros ici. Ça, c'était le premier cas que j'ai vu. Depuis, j'en ai un autre. Donc je suis à 2 cas.
Donc je pense que c'est une zone qui a été sous-estimée. On cherchait le conflit plus bas. Effectivement, ça peut être plus bas, notamment dans les prothèses mammaires, les mises en place de prothèses mammaires, mais il ne faut pas sous-estimer cette zone-là. Alors, vous pouvez aller chercher distalement la trophicité, c'est ce que je faisais avant, la trophicité du muscle. Et vous voyez qu'il y a vraiment un gros décalage. Là, le grand dorsal est normal, et vous voyez votre serratus en dessous, normal ici, pathologique à cet endroit-là. Le cinquième nerf, le nerf accessoire ou spinal. Donc voici son trajet. Il va traverser le scalène moyen. Donc l'origine, c'est la moelle allongée, la moelle épinière. Donc c'est un nerf crânien. Un trajet complexe, foramen jugulaire. Il va passer contre la carotide interne. Il va traverser le sternocleidomastoïdien. Puis il va cheminer dans ce triangle cervical postérieur en sous-cutané, vraiment sous-cutané, et atteindre le trapèze. Donc il a plusieurs rôles, et notamment celui de maintenir la scapula en place. Une atteinte du trapèze peut également conduire à une scapula alata un petit peu différente d'un point de vue sémiologique. Alors voilà son anatomie. Alors je pars plutôt en échographie de la distalité. Voici le trapèze et on cherche un petit point comme ça sous le trapèze. Et puis on remonte. Donc voilà votre trapèze. On va remonter. Voilà, on est très sous-cutané, on est à peine 3 mm sous la peau. Donc le voici, vous voyez des petits ganglions. Et puis on voit arriver le sternocleidomastoïdien et il va perforer ce sternocleidomastoïdien en lui donnant son innervation. Alors est-ce que j'ai des exemples de pathologie? Oui, pour ce dossier, avec ce patient qui a été opéré d'un cancer ORL et qui a cette épaule tombante, cette atrophie du trapèze. Donc la lésion va se situer exactement ici. Voici le petit névrome. Voilà, là on est avant le sternocleidomastoïdien. Voici le petit névrome dans le trajet du trapèze. Alors ce patient, je l'ai revu 2 ou 3 mois après. Il avait en partie récupéré, donc ce n'était pas une section complète. Ce petit névrome n'avait pas altéré complètement la fonction. Des nerfs encore plus petits et encore plus superficiels, les nerfs supraclaviculaires. Alors, je ne les connaissais pas avant d'avoir entendu la planche de Carlo Martinoli en 2016, mais depuis que je les connais, j'essaie de les voir. Un trajet un petit peu complexe également. Il passe en arrière du sternocleidomastoïdien, chemine dans le triangle cervical postérieur, perfore le fascia cervical et il va se diviser en 3 faisceaux qui vont recouvrir ici la clavicule. Donc vous voyez, ils sont très exposés sous la peau, puisque à cet endroit-là, vous avez juste la peau, la clavicule et ces petits nerfs qui vont passer. Donc je pense que je les ai figurés ici. Vous voyez, c'est tout petit, et on arrive quand même à les voir. Alors là, c'est avec une machine c'est pas la sonde de 24 MHz, c'est avec une 18. Même avec la 18, vous voyez qu'on arrive à les voir. Et voici un cas pathologique, cet homme de 59 ans, adepte de sport extrême, cassé de partout. Et lui, sa principale plainte depuis qu'il a été opéré de la clavicule, c'est une douleur à type de décharge électrique sur le trajet de sa plaque d'ostéosynthèse. Et vous allez voir sur mon échographie qu'il y a une lésion exactement ici, sur le nerf du milieu. Donc voici le petit nerf et voici le névrome. Alors on est tellement sous-cutané que c'est difficile d'avoir une belle image quand on arrive à ce niveau-là. Mais là, je lui reproduisais une douleur électrique caractéristique d'une neuropathie sur névrome. J'en ai fini avec les nerfs cervicaux antérieurs et je vous parlais d'un nerf cervical postérieur, le fameux nerf d'Arnold, ou deuxième rameau cervical occipital dorsal. Donc le voici, c'est le gros ici. Donc il va émerger ici, il va contourner le bord inférieur du muscle oblique inférieur que vous avez ici. Il va remonter entre l'oblique inférieur en profondeur et le semi-épineux en superficie pour perforer le semi-épineux et le trapèze. Donc les repères sont osseux. Vous allez pouvoir repérer cette forme courbe de l'arc postérieur de C1, cette épineuse de l'arc postérieur de C2. Donc vous passez base du crâne, une forme courbe, une forme d'épine. Vous êtes forcément à ce niveau-là sur C2. Donc voici l'image correspondante. L'épine est ici, le nerf est ici, le muscle oblique inférieur est ici, le semi-épineux là. Donc en longitudinal, vous pouvez également la voir, le voici. En longitudinal, alors j'ai dû faire une petite vidéo. Donc là, on va le voir d'abord en axial, puis en longitudinal. Vous voyez, vous arrivez à l'allonger quasiment complètement. Alors il y a vraiment un intérêt de ce rapport, de connaître ce rapport anatomique pour la névralgie d'Arnold.
Assez récemment, Kassler et son équipe ont montré qu'au lieu d'infiltrer le classique C1, C2 ici, là, où on était tout proche de l'artère vertébrale, où on avait plein de rapports anatomiques embêtants, on pouvait très bien réaliser une infiltration un peu plus bas, ici, un peu plus distale, ici, entre ces deux muscles, avec très peu de risques finalement neurovasculaires et avec des mêmes résultats cliniques. Dans leur série, ils ont comparé une injection là et une injection là, et finalement, c'est pas très différent. Donc pourquoi ne pas prendre le moins dangereux? Donc voilà un peu comment il faut se positionner en axial, viser l'espace entre ces deux muscles. Alors c'est Kassler et son équipe qui en ont parlé en premier, d'abord sous scan, mais également sous écho. Mais dans cet article américain de 2017 de Matthew, vous voyez que les images d'échographie sont plus belles, avec un schéma qui explique exactement l'endroit où il faut faire ce type d'injection. Et personnellement, j'ai fait ma première la semaine dernière. Je crois que j'ai terminé. Voilà. Merci. Bon, bah, ça laisse un peu sans voix, quoi. Quand j'entends Franck parler comme ça, j'envisage vraiment de prendre ma retraite parce que je me suis dit, c'est pas possible d'arriver. Alors, bien sûr, les sondes de Canon interviennent, mais c'est éventuellement aussi une connaissance anatomique extraordinaire. Alors, je te dis bravo parce que vraiment. Est-ce qu'il y a des questions à poser? Je crois que tout le monde se pose tellement de questions. Alors n'ayez pas honte, hein, on est tous à peu près dans le même sac, c'est-à-dire que personne ici ne sait faire ça. Donc vous pouvez y aller poser des questions. Si vous êtes aussi nul que moi là-dedans, vous avez certainement des choses qui vous... Non? Tout vous paraît clair? Alors là, tu frises le génie, Franck. Si c'est pas clair, regardez la vidéo, ça nous fera des vues. Et n'hésitez pas à mettre des likes aussi si vous aimez. Oui. Moi, je voudrais un petit mot sur ton infiltration. Les autres nerfs sont extrêmement intéressants. Et effectivement, progressivement, je crois qu'on va finir par s'y habituer. Tu es un précurseur de quelques années à ce sujet. Mais pour les infiltrations d'Arnold, ce sont des choses quand même qu'on demande avec une certaine fréquence. Et pour moi, pour l'instant, effectivement, j'infiltrais au niveau C1, C2 sous scopie avec les risques potentiels non négligeables que ça comporte. Tu as fait ton infiltration de la semaine dernière sous écho? Oui, alors j'ai qu'une patiente donc de recul, donc c'est très peu, ça s'est très bien passé, la patiente pas de problème. C'est un peu stressant quand même, hein. On veut voir du début à la fin son aiguille. Hein. Et d'autant plus que là, j'ai pas trop montré ça, parce que j'étais à la phase de début de le faire à ce moment-là. Mais quand on enlève la pression de la sonde, apparaissent très souvent une petite artère et une ou deux petites veines. Donc on voit des rapports apparaître qu'on ne voit pas forcément aussi bien sous scan. Et il faut savoir relâcher la sonde et éviter, bien sûr, ces petites structures. C'était un peu le but de ma question. C'est pour avoir fait de la neurochirurgie quand j'étais jeune et de passer un petit peu dans la région. C'est extrêmement vascularisé. Et notamment, il y a une richesse veineuse tout à fait extraordinaire. Qu'est-ce qui se passe si tu injectes en intraveineux? Je pense que c'est pas terrible. Hein. Oui. Non, parce que... On a le bulbe qui est pas loin. Moi-même, on m'avait appris au CHU de Lille, alors c'est peut-être quelque chose que j'ai un peu abandonné, de ne jamais mettre, ou pratiquement jamais mettre de xylocaïne quand je faisais une infiltration cervicale, ou de la mettre à la peau, mais jamais quand j'allais plus en distalité pour éviter l'anesthésie des centres respiratoires. Alors je ne sais pas si c'était un fantasme ou quelque chose qui reposait sur... Et Kassler n'a pas eu de problème dans ça avec ça? Alors lui, il injecte, il met même de la naropéine, il mélange, hein, mais il injecte de la xylocaïne. J'avoue que j'ai été très très léger à la xylo. Là, hein. Oui. Donc prudence quand même, mais c'est extraordinaire cette précision. On est en train de rejoindre des anesthésistes quant à la précision sur les nerfs périphériques. Là. Ok, merci Franck. Alors, deuxième topo, c'est Julien Bordet, qui s'appelle Bertrand plutôt, Bertrand Bordet, sur l'aspect dynamique des ligaments de la cheville, et je suppose du médio-pied, enfin, tu ne fais pas que... Oh non, j'ai pas eu le temps de tout faire, là, on fait que... C'est que la cheville. Que la cheville, les ligaments. Si vous voulez voir tout le reste, vous irez voir justement Julien, à son atelier demain. Julien et Antoine, qui bossent, qui font un atelier là-dessus sur toutes les manœuvres dynamiques. Je voulais réinsister surtout sur cette petite sonde de golf, d'accord? On a appelé ça jouons avec la sonde de golf parce que c'est vraiment
on s'amuse, je trouve. On est beaucoup plus précis avec cette sonde. Je tape pas dans une balle de golf avec une batte de cricket et je trouve que on voit beaucoup plus de choses. Elle est ultra précise, 22 MHz. Et avec aujourd'hui le Doppler SMI, je trouve qu'on voit des choses qu'on voyait pas avant. Toute petite, et je trouve que c'est vraiment un avantage. On est vraiment plus gêné par les reliefs osseux. On arrive à se balader derrière les malléoles, alors qu'avant, avec ces grosses sondes, ça bloquait. Et je trouve que du coup, c'est beaucoup plus facile pour faire des manœuvres dynamiques. Certaines manœuvres qu'on ne pouvait pas faire avant, ne serait-ce qu'appuyer sur le récessus talocrural pour évaluer une tension articulaire en cas d'épanchement. C'est des choses qu'on ne pouvait pas faire avec des grosses sondes. Aujourd'hui, avec ces toutes petites sondes, on arrive à le faire, à regarder ce qui se passe directement sur le récessus antérieur. Je vais parler de la syndesmose tibiofibulaire avec bien sûr ce ligament qu'on connaît tous, mais aussi le basset. J'ai l'impression qu'on en voit de plus en plus, on est très précis. Quand je vais explorer cette syndesmose, je vois très bien le ligament tibiofibulaire antérodistal. Et si je descends un tout petit peu plus bas, fréquemment, voilà, on voit ce petit faisceau ligamentaire. C'est ce ligament de Basset qui est un faisceau accessoire de la syndesmose tibiofibulaire. Les images qu'on a tous vues, c'est ce ligament sain et ce ligament rompu. L'intérêt, je trouve, de la manœuvre dynamique, c'est pour moi une manœuvre de double rotation. Je ne m'embête plus avec le squeeze test, avec la flexion dorsale. Simplement, en faisant cette double rotation, on arrive à écarter la mortaise tibiofibulaire et à faire bouger cette mortaise quand il y a un traumatisme. Alors là, on le voit sur cet exemple. L'important, c'est surtout d'être comparatif. Regardez ce patient à droite, je lui fais bouger en double rotation. Il n'y a pratiquement pas de jeu dans cette articulation tibiofibulaire, alors que chez le même patient du côté où il a une entorse grave de la syndesmose tibiofibulaire, on voit bien qu'il y a un mouvement de la malléole latérale qui est beaucoup plus important. Donc c'est un patient qui a un risque de diastasis à l'appui qui est vraiment marqué. Et on arrive bien à tester en fait cette syndesmose tibiofibulaire. Le basset, j'en parle, on a le conflit chronique du basset. Regardez ce patient qui a un basset bilatéral, mais un gros basset du côté gauche. Il avait un conflit antérolatéral chronique. Quand on le regarde en écho, il a un ligament tibiofibulaire antérodistal tout à fait normal. Et on va descendre un tout petit peu plus bas et on va tomber sur ce gros ligament de Basset. Et là, vous utilisez votre petit Doppler SMI pour regarder ce qui se passe. Et tout de suite, on voit que celui-là s'allume de façon très importante. Donc, il avait un gros Basset sur conflit antérolatéral chronique. Quelque chose aussi, après, là, que j'avais jamais vu, ce jeune patient qui arrive avec une flexion plantaire forcée. On le regarde de ce côté, on voit son ligament tibiofibulaire antérodistal qui est respecté. Il avait encore un petit peu des cartilages de croissance. Par contre, on voit un gros ligament de Basset infiltré et distendu, alors que de l'autre côté, on voit qu'il avait son ligament aussi qui était tout à fait normal. Et un ligament de Basset aussi présent, mais beaucoup plus petit et tout à fait normal. Pour moi, ce patient, il s'est fait une lésion isolée du ligament de Basset en flexion plantaire forcée. Je l'ai contrôlé. Ça va beaucoup mieux et son Basset a retrouvé un aspect pratiquement normal. Le talofibulaire antérieur. Bon, on le connaît tous, c'est cette image du ligament. Moi, j'aime bien aujourd'hui le tester en empaumant la cheville derrière et en faisant des manœuvres de double rotation pour mettre en tension ce ligament et le tester comme le calcanéofibulaire. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, on arrive à tester le LTFA comme le LCF. Regardez, quand on fait cette manœuvre dynamique, on vient détendre le LCF, le tendre, le détendre, et on arrive à jouer avec lui comme le ligament calcanéofibulaire. Je trouve que c'est très utile quand on tombe sur des ligaments qui sont très infiltrés, comme ça on ne sait pas trop ce qui s'est passé, où il est rompu, qu'est-ce qui lui arrive. Et bien si on fait la manœuvre dynamique, on va se rendre compte qu'on voit ici la rupture proximale avec l'épanchement qui passe à la face profonde du ligament. Et je trouve que c'est très utile de faire cette petite manœuvre de tiroir antérieur et de double rotation. Autre exemple, chez ce patient, on voit que ce LTFA, a priori, il est attaché ici, mais il se passe quelque chose en distalité, il est tout détendu, il y a un épanchement, il est infiltré. On voit sur la manœuvre dynamique qu'il n'y a plus rien, il n'est plus du tout rattaché en distalité au niveau du talus, c'est une rupture distale du ligament talofibulaire antérieur. Des fois, on tombe là-dessus, on voit des avulsions, on a l'impression qu'il y a toujours un moignon ligamentaire.
On se dit qu'est-ce qui se passe? Vous faites une petite manœuvre dynamique, le tiroir antérieur, et on voit en fait que ce LTFA a été arraché. Il a emporté une petite pastille osseuse sur la malléole, et donc c'est une rupture proximale avec une avulsion osseuse à l'anthèse fibulaire. Et puis le cas extrême chez les gens, laxité chronique, pratiquement plus de ligaments visibles, manœuvre dynamique de tiroir antérieur, et là on va voir la tête du talus qui va avancer. On a un tiroir antérieur pathologique qui est nettement marqué chez ce patient. Et puis j'en ai vu un il n'y a pas très longtemps, un double ligamentalo-fibulaire antérieur, je n'avais jamais vu. Faisceau principal, faisceau accessoire en coupe coronale. J'ai cherché dans la littérature, j'en ai pas vu, l'aspect multifasciculaire oui, mais là on voit un faisceau ici, on voit un deuxième faisceau. Quand on retourne sa sonde, on voit le faisceau principal du LTFA, qui est tout à fait normal, et on va descendre juste dessous, et là il y a en fait un deuxième petit ligament, le LTFA bis, qui est juste à côté de lui. 2 ligaments talofibulaires antérieurs, c'est possible. Calcanéo-fibulaire, tout le monde connaît la manœuvre dynamique, flexion dorsale varus, pour aller tester celui-ci. C'est surtout là où on n'est vraiment plus du tout gêné avec la petite golf. Ça passe à l'aise. Avant, on était obligé de mettre du gel, ça glissait, on n'était pas bien. Aujourd'hui, cette sonde, elle fait le contact à la peau complet. Bon, on connaît tous cette manœuvre. Il vient refouler les tendons fibulaires, il vient se tendre en arrière. Pourquoi cette manœuvre? Pour aller tester celui-ci. Regardez ici une infiltration interstitielle, mais un ligament gros, mais qui se met plutôt pas mal en tension. Il est toujours continu. Et puis celui-ci, par contre, est un peu plus infiltré, avec une mise en tension retardée. C'est beaucoup plus grave, mais il a peut-être une chance d'aller cicatriser à son anthèse proximale malléolaire. Et puis, le cas extrême, plus du tout de ligaments calcanéo-fibulaires visibles, épanchement qui communique avec la gaine des fibulaires. On connaît tous cette sémiologie de rupture complète du ligament calcanéo-fibulaire. Chopard, plusieurs structures à voir. Je parlerai surtout du chopard latéral avec le bifurqué et le calcanéo-cuboïdien latéral. J'aime bien venir tester ce chopard avec ces petites manœuvres d'inversion, double inversion du pied. Et puis ça nous permet de bien voir le faisceau calcanéo-cuboïdien du ligament bifurqué, la grande apophyse du calcanéum, et de tester celui-ci. On le voit bien qui se met en tension. On arrive à jouer aussi avec lui. Voilà, entorse grave du chopard, radio normale, une grande classique, on voit rien sur la radio. Par contre, quand on va regarder sur le versant latéral, on va tomber sur une double avulsion. Première avulsion sur le ligament calcanéo-cuboïdien latéral avec une petite pastille osseuse sur le calcanéum. Et vous montez un peu plus haut, on tombe sur un deuxième arrachement au niveau de la grande apophyse calcanéenne, avec ces arrachements qu'on voit très souvent en fait en échographie alors que la radio est normale. Si on ne sait pas, et s'il est récent ou pas, parce qu'on en trouve de temps en temps chez des gens qui n'ont pas forcément eu un traumatisme très récent, appuyez sur votre Doppler SMA, vous verrez tout de suite qu'il se passe des choses inflammatoires à ce niveau-là, et ça vous permet des fois de trancher sur des avulsions anciennes ou récentes. Je finirai juste avec le collatéral médial, parce que celui-là, j'en ai déjà parlé, c'est le faisceau postérieur du ligament collatéral médial que vous n'arriverez pas à voir si vous ne faites pas de flexion dorsale, d'accord, parce qu'il est caché sous la malléole. Donc pensez bien un peu à faire cette flexion dorsale et inclinez votre sonde en arrière pour aller voir ce faisceau postérieur. Très fréquente lésion de contre-coup ici sur ce plan profond ligamentaire collatéral médial, avec des gros ligaments infiltrés, de la suffusion hémorragique, des signes d'hyperémie au Doppler puissance. Pensez bien à aller regarder ce qui se passe là derrière. Voilà, en conclusion, pour moi, cette sonde Golf, elle est ultra précise. Je trouve qu'elle avec cette fréquence de 22, là, c'est génial. Je vois des trucs que je ne voyais pas avant. Le Doppler SMI, là, ça nous a encore apporté plus de choses. Je trouve que c'est beaucoup plus facile de faire ces manœuvres dynamiques. Et pour moi, c'est aujourd'hui un outil indispensable pour l'écho de la cheville. Je vous remercie. Comme d'habitude, une iconographie absolument exceptionnelle. Personnellement, je n'avais jamais vu un basset comme ça. Je savais que ça existait, mais avec cette précision et cette clarté telle que tu nous l'as montré, je n'avais jamais vu. Des questions? J'en ai cherché le talofibulaire postérieur. Si, je le regarde. Je trouve que je reste un peu déçu sur cette exploration du talofibulaire postérieur.
Du coup, je le montre pas, mais c'est vrai que des fois, on le regarde et il est atteint. Je pense qu'il faudrait qu'on le montre. Je pense que Jean-Louis, tu le regardes de temps en temps aussi. Je suis comme toi, je suis déçu parce que on ne sait pas quels sont les critères de normalité, parce que comme il est très très variable, c'est vraiment la comparaison. Parfois, on voit un petit truc, mais c'est peu probant. Des fois, on le voit, on se dit ça y est, je l'ai vu. Et puis, comme il est en éventail, toujours déçu. Ton tibio-fibulaire antérieur et inférieur que l'on voit remarquablement. Vraiment, cette sonde de golf est prodigieuse. Et depuis le temps qu'on demandait à Toshiba puis à Canon d'avoir une club de golf qui soit digne de ce nom, je vois que la naissance a concrétisé tous nos espoirs. Quand tu vois ce ligament abîmé que tu fais et que tu fais une manœuvre dynamique qui n'est pas probante, qui ne montre pas de mobilité, est-ce que ça change quelque chose, notamment quand tu as la possibilité d'une syndesmodèse de tes chirurgiens? Non. Non, clairement, c'est le cliché debout, en charge, comparatif, qui va permettre de trancher. Mais quand je vois que j'ai une grosse mobilité dans cette manœuvre dynamique, je fais ce cliché pour alerter. Et là, si je vois le diastase, à ce moment-là, c'est là qu'on peut discuter la syndesmodèse temporaire pour la réparer. Tout vous paraît clair? Et c'est vrai qu'avec ces petits instruments, cette petite sonde qui va se glisser dans les trous, notamment pour le calcanéo-fibulaire, c'est absolument fantastique. Et c'est vrai pour l'avant-pied aussi, pour pas mal d'autres choses. Bon, écoutez, si tout vous paraît clair, on va passer à la troisième et dernière communication. C'est Jean-Louis Brasseur qui va nous parler de la partie distale et de l'anthèse d'Achille. À propos, Jean-Louis, tu sais pourquoi, naturellement, la flèche a tué Achille, une flèche dans le talon? Parce qu'on l'avait tenu avant de le planter dans la mer. Oui, c'était son seul point, mais pourquoi? Comment ça se fait qu'une flèche dans le talon a tué quelqu'un? Elle était empoisonnée. Elle était empoisonnée. Voilà. Bravo. Ouais, non. Ah, je vous jure, hein, des modérateurs comme ça. Hein. Ah, deuxième fois depuis la matinée, quand même. Hein. Bonjour. Merci d'avoir sacrifié votre repas à votre passion de l'échographie. Bien, moi, je suis un peu gêné parce que moi, j'ai parlé de quelque chose que tout le monde connaît, c'est le tendon d'Achille. Hein, c'est le tendon d'Achille, c'est un gros truc, hein, donc on ne prend même pas des petites sondes, tout. Hein, c'est un gros truc. Mais en fait, quand quelqu'un de vos patients arrive avec une douleur de tendon d'Achille, il vous dit j'ai une tendinite, hein, toujours pareil, hein, ben vous dites bah, attendez, on va quand même d'abord voir si c'est ça. Parce que quand vous voyez hein, ce qu'on peut avoir dans le coin comme pathologie, hein, je vous laisse lire, c'est quand même pas mal de choses. C'est quand même pas mal de choses sur cette coupe sagittale. Et vous rajoutez sur la coupe axiale, hein, vous avez le tendon du plantaire d'un côté, vous avez le nerf sural de l'autre. Hein, il y a quand même des choses à voir, des choses qui peuvent faire mal à votre patient. Et avant de dire tendinite, je pense qu'il faut dire quand même autre chose. Alors, les pathologies qu'on y rencontre sont extrêmement fréquentes. Regardez, rien qu'au niveau de l'extrémité inférieure du tendon d'Achille, on peut avoir un conflit de la Glunt, des tendinopathies sans conflit, des anthésopathies, des anthésines, des bursites, des désinsertions. Et puis, comme diagnostic différentiel, il y a pas mal de choses aussi. Hein, vous avez l'os, avec la fracture, vous avez le plantaire, le nerf sural, le caguaire, le solaire distal et le conflit postérieur. Donc, vous voyez qu'avant de dire à votre patient, bah, c'est une tendinite, allez hop, hein, vous mettez des semelles et c'est fini, je pense qu'il faut aller un peu plus en profondeur des choses. Et surtout, ne pas louper un conflit de Haglund. Alors, ce conflit de Haglund, quand vous faites la littérature, hein, c'est un petit peu la panade parce qu'il y a des différences entre les cliniciens et les imageurs. Il y a aussi beaucoup de différences entre les francophones et les anglo-saxons. Il faut pas le jour de bump. Ah, mais le bump, ça veut rien dire. En fait, le conflit, c'est un conflit entre la face antérieure de l'extrémité distale du corps tendineux et le versant postéro supérieur du calcaneus. C'est ça. Ça, c'est un conflit de Haglund. C'est ça qui compte. Pourquoi? Parce que comme sur ce schéma de Gérard Mauroy vous le montre, lors de la première phase du pas, vous avez un déplacement postérieur de votre calcaneus qui se verticalise et qui vient agresser, entre guillemets, hein, la face antérieure de ce tendon d'Achille, exactement au point de contact entre les deux. Et donc c'est à cet endroit-là que vous devrez chercher les lésions. Et je vous rappelle quelle est l'anatomie précise de cette zone d'anthèse. La zone d'anthèse, le tendon d'Achille ne s'accroche pas de là à là. Le tendon d'Achille s'attache à la partie distale de cette face postérieure. À la partie prostimale, vous avez une autre, je dirais, insertion, mais avec une solution, une petite bourse.
une petite bourse qui fait office de glissement entre ces deux parties, c'est-à-dire la face antérieure du tendon d'Achille et la face postéro-supérieure du calcaneus. Et vous avez là aussi du fibrocartilage. Vous avez là aussi du fibrocartilage. Donc on peut presque dire qu'il y a deux anthèses différentes. Vous avez une anthèse distale et une anthèse proximale qui est faite d'un tissu de glissement et qui peut être donc agressé. Agressé par quoi? Qu'est-ce qui va favoriser ce conflit? Eh bien, deux choses. D'une part, le pied creux, parce qu'il va verticaliser le calcaneus, et d'autre part, l'aspect remanié, agressif de ce versant postéro-supérieur. Alors, tout le monde connaît l'angle de Chauveau et Liette, mais ce qui est important, c'est de faire des clichés en charge. Parce que si vous ne faites pas des clichés en charge, vous ne verrez pas ce conflit. Et c'est pour ça que ça doit absolument être effectué en cas de pathologie du tendon d'Achille. On verra aussi une autre cause. L'entre de Chauveau et Liette, tout le monde le connaît, personne ne l'utilise. Donc en fait, il faut être clair. Dominique Chauveau est un ami, mais enfin, c'est vrai. Je ne sais pas si vous, mais moi, je n'ai jamais utilisé. Je regarde si il y a un conflit sur le cliché de profil en charge. Voilà, c'est ça qui compte. Tout le reste, les angles, c'est de la foutaise, pour moi. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Eh bien, c'est ça qui est important. C'est que ça va donner une dilacération, une véritable rupture partielle transversale des fibres antérieures du tendon, dans le plan longitudinal et dans le plan axial. Regardez, c'est une rupture partielle. C'est peut-être les seules ruptures partielles vraies du tendon d'Achille. Il y a parfois un hémitendon qui lâche, mais sans ça, ce sont des véritables ruptures partielles. Il y a les clivages, fissures dans le plan longitudinal, mais dans le plan axial, c'est la cause principale de ces ruptures partielles. Et d'ailleurs, regardez la vascularisation. C'est pas la bourse qui est vascularisée, c'est le tendon. C'est le tendon où il y a quelque chose de réactionnel. C'est une rupture tendineuse. C'est une rupture par... Et le grand danger, c'est ça. C'est pour ça le titre. Attention, danger, ne les infiltrez pas. Ne les infiltrez pas. Parce que le chirurgien, vous mettez bourse dans votre compte-rendu, hop là, le rhumato, pardon. Vous mettez bourse automatiquement, il vous dit infiltration. Ou bien lui, il va la faire aussi. Non, surtout pas. Surtout pas. J'ai fait des catastrophes. Regardez ce que j'ai fait comme catastrophe. C'était un patient qui avait un conflit de Haglund. J'étais peut-être un peu trop jeune à l'époque. Non, c'était pas hier, il n'y a pas longtemps celle-là. Et j'ai cédé aux sirènes, et puis bon, je l'ai fait. Et regardez la catastrophe. Regardez la catastrophe, ça s'est aggravé de façon extrêmement importante. Alors, bien sûr, il y a des bourses. Il y a une bourse devant le tendon d'Achille, là. Il y a une bourse derrière le tendon d'Achille, ici. Mais ce sont, je dirais, des épiphénomènes. Ce sont des épiphénomènes. Ça n'a aucun rapport avec la véritable dilacération du tendon. Deuxième point important, cette dilacération peut être soit latérale, comme vous voyez ici, dans le plan axial et dans le plan longitudinal, ou bien médiale, comme vous voyez chez cet autre patient. Là, c'est parfait, et c'est vraiment le coin postéromédial ou le coin postérolatéral du tendon qui va venir agresser les fibres antérieures du calcaneus, qui va venir agresser les fibres antérieures du tendon d'Achille. Donc, dans ce cas-là, attention, recherchons un trouble statique. Faisons un pied cerclé. Ce sera le seul moyen de soulager ce patient de façon correcte. Alors, comment est-ce que ce conflit s'aggrave? Mais simplement parce que la dilacération va progresser. Ça va atteindre au départ 1/3 d'épaisseur tendineuse, puis la moitié, puis 2/3. Vous aurez bien sûr la vascularisation qui va vous confirmer ça. Et puis, ce tendon, cette rupture partielle, va se prolonger par des fissurations intratendineuses en proximale et en distale. Donc, si vous infiltrez ce tendon, eh bien, vous allez avoir votre corticoïde qui va aller migrer parfois jusqu'à la partie moyenne du corps tendineux. Donc, c'est pour ça, attention, et surtout, quand vous faites votre échographie, faites-la en position détendue, d'une part pour le Doppler, mais aussi pour dépister ces fissurations qu'on collabe complètement. Si vous mettez les orteils sur le bord de la table, vous collabez tout ça. Donc en fait, pour faire une échographie dans ce conflit de Haglund, on fait d'abord des clichés radiographiques en charge, c'est la première chose, c'est indispensable. Sans ça, je pense, c'est une erreur massive. Ensuite, vous faites une étude en tension de toute la largeur du tendon d'Achille, et alors là, séquence flair. Là, vous avez votre fibre antérieure qui passe derrière le calcaneus, et là, vous avez vos fibres antérieures qui vont cogner le calcaneus. C'est comme ça que vous allez le repérer. L'obliquité de la face antérieure de ce tendon d'Achille. Et puis, vous allumez le Doppler,
qui vous confirme ça, en position détendue, secondairement, pour voir la vascularisation et la fissure. Donc il faut faire les deux, fromage et dessert, toujours, dans ces cas-là. Et je pense que dans ce cas-là, l'échographie est nettement plus précise que l'IRM, qui le fait bien sûr dans une seule position. Alors, quelles sont les autres pathologies tendineuses qu'on peut trouver? Bien sûr, la tendinopathie hypertrophique. Alors vous allez dire, c'est tout à fait différent. Attention, parlons pas trop vite. Parce que regardez, parfois l'hypertrophie du tendon est elle-même à l'origine d'un conflit. C'est plus le versant postéro-supérieur, mais c'est votre tendon est devenu tellement gros, il vient frotter sur le calcaneus. Donc vous aurez une tendinopathie hypertrophique qui a entraîné secondairement cette pathologie. Alors il y a tout le problème des anthèses. Là, je vous rappelle, l'anthèse vraie, si je puis dire, commence ici. Alors, vous avez des anthésopathies, vous avez des anthésites. Vous savez que pas mal de patients de 40-45 ans rentrent dans la spondylarthropathie périphérique par les tendons d'Achille. Ça va commencer par un problème de tendon d'Achille. Ce sera souvent bilatéral, il y aura le caractère inflammatoire. Je vous rappelle ce que nous a toujours dit Henri Guérini, on ne fait pas la différence au Doppler entre une anthésite et une anthésopathie mécanique. Ce n'est pas parce que vous avez dit Doppler que c'est une anthésite. Bien, il faut vraiment qu'il y ait des érosions au niveau du calcaneus pour pouvoir dire « Ah, ça c'est inflammatoire ». Mais à ce moment-là, vous avez votre pied de profil qui vous dit exactement la même chose. Donc le Doppler ne fait pas la différence entre les deux, contrairement à ce qui a été publié par moi, entre autres. Alors, autre chose que vous pouvez également voir, c'est ces espèces d'ossifications. On voit tout ça sur nos clichés de profil. Vous avez ces grosses ossifications. Alors, bien entendu, ça désorganise complètement ce que j'appellerais la véritable anthèse distale, avec des pathologies d'anthésopathie quasiment toujours mécaniques. Et en plus, comme ça allonge le pied, eh bien, ça frotte contre le contrefort de la chaussure et ça vous donne aussi des bursites rétro-tendineuses, qui sont tout à fait différentes et qui n'ont rien à voir avec un conflit de Haglund, contrairement à ce qu'on lit dans pas mal d'articles anglo-saxons. Parce qu'en fait, ces bursites, elles peuvent également être tout à fait isolées. Vous voyez, elles sont rarement liquidiennes. C'est vraiment un épaississement du tissu rétro-calcanéen par frottement contre la partie postérieure de la chaussure. Elles peuvent être aussi prétendineuses, en particulier dans la polyarthrite. Et alors, à ce moment-là, quand vous voyez que votre tendon passe parfaitement derrière, qu'il n'y a une vascularisation uniquement dans la bourse, eh bien, à ce moment-là, bien entendu, on peut infiltrer ça sous contrôle radiographique. Il y a également des désinsertions distales. Celles du tendon d'Achille sont relativement rares, même très très rares, mais beaucoup plus fréquemment, vous aurez des plantaires. Des plantaires qui vont se détacher de leur insertion sur la face médiale du tendon d'Achille distal ou du calcaneus. Alors, quand c'est... je voulais vous revenir en arrière, pardon. Je ne pense pas que je puisse revenir en arrière, non. Désolé. Quand c'est... Oui, précédent. Voilà. Non, j'y arrive pas, pardon. J'y arrive pas. Ce que je voulais dire, c'est qu'il y a non seulement des ruptures complètes de ce tendon du plantaire, mais vous pouvez aussi avoir des ruptures partielles du tendon du plantaire, avec des simples épaississements qui peuvent mimer vraiment une pathologie du tendon d'Achille. Entrons dans les diagnostics différentiels. La colonne de droite, tout d'abord, bien sûr, l'ostéite. Voilà un jeune gamin. On disait toujours, mais c'est pas grave, c'est la croissance, c'est la croissance. Regardez les clichés standards. Il avait une ostéite absolument évidente. Et ce n'est pas toujours aussi simple que ça. Vous voyez, cet autre patient, il avait un gros remaniement du tendon d'Achille avec une irrégularité osseuse. Il ne faisait pas spondylarthropathie, ce n'est pas du tout le tableau clinique. Eh bien, c'était une ostéite également. Et puis la fracture de fatigue. Parce que, bien entendu, celle-ci, je l'ai vue à l'écho. Vous voyez, ça, c'était la séquence. Là, on ne m'a pas cru. On a fait le cliché. Enfin, je l'ai fait tout seul. On ne m'a toujours pas cru. On a fait le scanner, on m'a cru. Fracture de fatigue. Mais regardez celle-ci. Celle-ci, votre écho ne la montrera jamais. Et sur cet autre cas que je dois à mon ami Gérard, celle-ci, on ne la verra jamais non plus. Et celle-ci, encore moins. Donc, vous voyez, je pense qu'il ne faut pas se limiter à l'échographie dans ces cas-là. L'échographie, j'ai toujours le complément des clichés standards, donc il faut faire attention. Reparlons un petit peu de ce plantaire. En effet, il y a le tendon d'Achille, mais il y a aussi le plantaire, et puis de l'autre côté, il y a le nerf sural. Le plantaire en médial, il peut faire des ruptures complètes. Regardez ici. On voit bien les deux fragments rétractés de part et d'autre. Parfois, vous avez vraiment la gaine vide, tout à fait typique de la rupture du plantaire. Mais il y a surtout ça, la rupture partielle, où vous aurez une douleur brutale. Le patient va vous dire « je me suis rompu le tendon d'Achille ». Eh bien, pas du tout. Vous trouverez un plantaire épaissi, mais il dit « mais il est continu, pas rompu ». Il est rompu partiellement. Il est rompu partiellement. Et c'est parfois des toutes petites images, il faut bien rechercher. Donc ne faites jamais une échographie du tendon d'Achille sans regarder le plantaire.
croyez-moi, vous allez en trouver beaucoup. Et vous allez trouver également des péritendinopathies de ce plantaire. Regardez, le tendon d'Achille, il est là. Il n'a absolument aucune atteinte de son paratendon. Le plantaire, il est là. Et regardez, c'est autour du plantaire que vous avez une péritendinopathie. Donc, ce n'est pas tout à fait la même chose. Et puis, après peignage, après rupture d'Achille, vous avez l'incarcération du tendon du plantaire au sein de la zone de rupture ou de peignage, avec ici ce dossier qui a fait le tour de Paris d'ailleurs. C'était un type du GIGN. On lui avait peigné les tendons, il ne pouvait plus sauter d'un mur parce que son tendon du plantaire était vraiment incarcéré dans son tendon d'Achille, alors que dans ces cas-là, vous voyez, quand c'est en périphérie comme ça, les patients ont mal, mais en général, ils sont moins gênés. Un petit mot sur le nerf sural. Ce nerf sural qui va à la partie latérale du tendon d'Achille, qui donne des douleurs rétromalléolaires. On dit toujours que c'est une tendinopathie des fibulaires. On vous les envoie pour tendinopathie des fibulaires. Et vous avez des fibulaires parfaitement normaux. Attention, allez voir le nerf sural. Il accompagne la veine saphène latérale. C'est vraiment la veine est sentinelle du nerf. Il a une double origine, on s'en fiche. Mais ce nerf, par contre, il peut être incarcéré, par exemple, après une rupture du tendon d'Achille, dans un magma hyperéchogène, cicatriciel, ou même parfois dans une réaction inflammatoire. Et donc ça vous donne des douleurs diffuses. Il y a également l'infiltration du Kager après chirurgie le plus souvent. Et puis regardez bien la position de l'extrémité distale du solaire. Il y a parfois des solaires insérés directement sur le calcaneus, mais souvent bas insérés. Ça peut vous donner des douleurs chroniques. Et puis je vous montre ceci. Ça, c'est à Rio. C'est à Rio, c'est un de nos champions à Rio. Et puis je trouve qu'il avait 2 tendons. Il avait horriblement mal. Il a fait 3000 mètres steeple et il avait horriblement mal ici. Je lui trouve le plantaire là et un autre tendon ici. Je dis, il a 2 tendons d'Achille. Waouh! C'est quand même bizarre. Regardez, dans les 2 plans, c'était comme ça. Et en fait, qu'est-ce qu'il avait? C'est pas du tout un tendon d'Achille. Quand on refait la littérature, il avait un tendon distal du solaire. Un tendon distal du solaire, c'est une variante. Mais ce qui est intéressant, voilà un autre patient qui avait ça, j'en ai 6-7. Ce qui est intéressant, c'est que ce tendon accessoire vient s'attacher à la face antérieure du tendon d'Achille et que là, vous avez des zones douloureuses. Vous avez des zones douloureuses qui sont extrêmement gênantes pour ces patients sportifs. Enfin, le carrefour postérieur, vous savez qu'en écho, on ne voit pas grand-chose. Des synovites, des nodules, un muscle bas inséré, mais ça, il ne faut pas hésiter, il faut y penser et faire une IRM qui vous fera le bilan osseux et mou des 2 composantes. Donc, en fait, en conclusion, pensez qu'il y a plein de choses à regarder à cet endroit-là. Ne vous contentez pas d'aller voir le corps d'Achille. Pensez surtout que le Haglund est un conflit qu'il ne faut pas infiltrer. Il y a plein de diagnostics différentiels. Et puis quand vous n'en sortez pas, il faut faire une IRM. Je vous remercie. Tu continues à t'améliorer. C'est du bon vin, tu sais, c'est du vieux vin. Tes ruptures partielles du plantaire, tu en as trouvé beaucoup? J'en ai une dizaine dans ma collection, pas plus. On n'y pense pas. Mais quand on en cherche, on les trouve. Oui. Parce que maintenant, quand je fais un tendon d'Achille, systématiquement, ceux qui sont les atteints de la pitié peuvent le dire, il faut regarder le plantaire. Je les embête. Et puis systématiquement, on va voir le plantaire et puis on descend. Et de temps en temps, on a bien fait. Et les pathologies du sural qui... C'est vraiment toujours des incarcérations du sural. Enfin, moi, celle que je connais. C'est des incarcérations dans des plages cicatricielles ou inflammatoires, après rupture du tendon d'Achille le plus souvent. Cliché de profil, en charge, extrêmement important. Ne pas infiltrer. Vous avez vu ces fissures là, quand vous infiltrez la bourse, en fait, vous infiltrez le tendon. Et si le tendon se rompt, c'est pour vous. Et, visiblement, ces sondes ont fait progresser aussi notre connaissance, notamment sur cette anthèse. Des questions? Il ne nous reste plus qu'à remercier les orateurs qui ont été extrêmement brillants et Canon qui nous fournit du bon matériel. Merci à tous les 2.